Les traumas me suivent encore. Ah ouais. Ouais, ma mère nous défrisait les cheveux, à moi et ma sœur. Mais c'est même peut-être depuis l'âge de 5-6 ans. Et que j'avais des tresses. Mm. En fait, j'enlevais mes tresses pour aller en entretien. Mais je suis jamais allée sous tresse en entretien dans notre domaine. Jamais. Aujourd'hui, peut-être ça a dû changer dans beaucoup d'entreprises. Enfin, dans beaucoup de sociétés africaines, ça a dû changer. Mais il y a encore des sociétés, comme la société congolaise. Quand tu as des locks, c'est encore très... Tu vois ce que je dis? C'est encore presque... Il y a encore des stéréotypes. Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans Racine et Réflexion. Donc voilà, nous voilà encore de nouveau là pour un nouvel épisode. Donc dans cet épisode, on va parler capillaire. On a un garçon avec nous, mais voilà, on va quand même parler capillaire. Il est là, il va nous épauler. Exact. Donc on va parler du cheveu afro. Donc on va parler de Racine, d'où ça vient, ce qu'il incarne, d'où il vient, pourquoi. Il y a un débat, surtout en ce moment, sur cheveux naturels ou pas. Il y a un débat sur... il y a aussi un aspect politique, il y a un aspect sociétal. Donc on va essayer d'aborder tout ça dans notre échange. On va partager nos réflexions à travers nos histoires, nos expériences personnelles. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais demander à mes invités de se présenter. Donc je vais vous donner la main. Celui qui se sent prêt peut commencer. Honneur aux hommes. Bah écoute, moi je suis en minorité, mais j'aurais préféré laisser d'abord l'honneur aux dames. Mais... Il est galant, il est galant. Ouais. Allez-y. Bon, dans ce cas, je vais me lancer alors. Moi, c'est Alice. Je suis acheteuse, mais je suis aussi formulatrice en cosmétique. Ça c'est bien, ça va nous servir. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Le sujet qui va être abordé aujourd'hui. Ok. Et tu viens d'où? C'est quoi tes origines? Je suis d'origine congolaise, Kinshasa. Et j'ai grandi en France. Et ça fait depuis 2 ans et demi que je suis à Montréal. Ok. Merci Alice. Ok. Alors donc moi c'est Andrea. Je suis née en France. Mes parents sont angolais. J'ai vécu aussi un petit temps là-bas. Comme Alice, je travaille dans les achats industriels, gestion de projet. Et aussi, je suis praticienne en neurosciences. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Un peu, légèrement. C'est pas mon domaine, mais... Tu nous expliquer. Tu nous expliqueras c'est quoi non, dis-nous. Mais brièvement, c'est quoi? Brièvement. C'est l'étude scientifique du cerveau. Ok. En fait, et comment... ça va se matérialiser dans ton quotidien. Okay. Est-ce que tu as des croyances limitantes ou pas? Ta prise de décision, tu vois, est-ce que ça a été influencé par ton background, tu vois, par rapport à l'éducation et autres? Et c'est toute cette étude-là. Ça se rapproche aussi un petit peu avec tout ce qui est thérapeute. Ok, Voilà. Intéressant. Donc à mon tour. À ton tour. Destin Mortiniera. Moi, je suis consultant en informatique. Ça fait à peu près 12 ans que je suis à Montréal, un peu plus, 12 ans. Je suis arrivé en 2012, ça fait à peu près un peu plus de 12 ans. Donc 13 ans aujourd'hui. Et contrairement aux filles, j'ai aucune spécialité en trucs capillaires. Mais par contre, je vais en parler parce que ça me touche particulièrement. Oh, ok. Voilà. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, ravi d'être ici avec toi, chérie. De nouveau. C'est vrai. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il était là à l'épisode 3. C'est ça. Ouais. Exact. Ouais. Donc, ravi, effectivement. Et puis, heureux de voir qu'il y a de nouvelles personnes autour de la table avec qui on va pouvoir jaser de ce nouveau point-là. Ok. Donc, on va commencer directement. On va pas tourner autour du pot. On va commencer avec une question que j'ai envie de vous poser. Donc, on va en discuter. Est-ce que vous savez ce que représente le cheveu afro dans les cultures africaines, dans la culture africaine? À la base, c'est-à-dire les origines, les racines de notre cheveu. En fin de compte, moi, j'en sais très peu. Après, je sais que j'ai appris certaines histoires sur les coiffures traditionnelles congolaises. Parfois, ce que ça veut dire, certains messages. Mais je connais pas toutes.
toute l'histoire. Autour de ça. Oui, mais c'est pas quelque chose qui m'a été transmis aussi. Ok. Et toi? Ok. Moi, je sais que, comme Alice disait, en termes de coiffure, surtout à l'époque de l'esclavage, que c'est vrai qu'il y avait des messages qui étaient transmis. Il y avait des codes. Donc, c'est comme ça qui communiquaient en fait les uns avec les autres. Et indépendamment de ça, j'ai pas aussi vraiment de connaissances supplémentaires. Ok. Et toi, Destin, t'as... Écoute, moi j'ai fait un peu de mes devoirs là-dessus parce que ce que j'ai appris avant même l'esclavage, avant même la colonisation, les peuples africains utilisaient la chevelure pour pouvoir s'identifier. Et il y en avait notamment dans certains, par exemple chez les Maasai, de ce que j'ai compris, c'était ça exprimait, la coiffure exprimait également leur rang social. Ok. Donc c'est sûr que c'était aussi, donc, de ce que je comprends, c'était un élément de pouvoir t'identifier. C'est un élément d'identification, un élément de catégorie socio-professionnelle également. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, j'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a perdu ou c'est quelque chose qui revient de plus en plus? On s'en souviendra, notamment les Black Panther Powers, notamment aux États-Unis, avaient de l'afro. La coiffure, par exemple, de comment il s'appelle, Mandela, c'était l'afro. La coiffure de, comment il s'appelle, Lumumba, c'était afro également, avec la petite raie de côté. On s'en souvient. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un élément de revendication de son identité personnelle. Moi, je dirais ça, de ce que je dirais comme ça. Non, mais c'est bon. Même tout ce que vous avez dit là, moi, je reviens juste parce que j'ai fait aussi mes devoirs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et au tout début, quand on me parle de cheveux, de nos tresses et tout, j'ai tendance à répondre comme vous. Vraiment, je pensais vraiment comme vous. Je me dis, ah oui, pendant l'esclavage, oui, on se faisait des nattes pour dessiner les chemins, pour que les esclaves puissent s'enfuir. Les esclaves se faisaient des chemins sur la tête. Après, j'ai dit, mais attends. Donc, vous n'allez pas me dire que les tresses, là, l'histoire, là, c'est que par rapport à l'esclavage. Non. Avant l'esclavage, nos cheveux avaient quand même une histoire. Bien sûr. Et après, en me renseignant, je me suis rendu compte que oui, en fait, en Afrique, les cheveux, les cheveux, c'est un pouvoir. Oui. Rien qu'avec ta coupe de cheveux, on pouvait savoir de quel statut social tu étais, de quelle ethnie tu venais. Même, on pouvait même déterminer ta religion à travers la coupe de cheveux que tu avais sur la tête. Donc, c'était vraiment un pouvoir, c'était vraiment un symbole d'identité. Et oui, quand il y a eu l'esclavage, à ce moment-là, même les colons, ils se sont rendus compte. Ils ont dit, mais attends, ça c'est un symbole fort en fait. Parce qu'ils ont vu les coiffures, en plus, nous les Noirs, qu'on fait des... Voilà. Ils disent, mais attends, ça signifie forcément quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur enlever ça. Oui, les femmes devaient se couvrir. Les femmes devaient se couvrir. Il y en avait même, on leur rasait la tête en fait. Tout simplement. Parce qu'on veut leur enlever en fait ce qui les identifie. Et vu que les cheveux, ça identifie en fait... C'est-à-dire, moi, je vois tes cheveux, je sais d'où tu viens, de quelle tribu tu viens. Et ils ne voulaient pas de ça, en fait, entre chaque personne. Donc, les femmes devaient soit se couvrir les cheveux, ou sinon, tout simplement, leur raser la tête. Pour brouiller un petit peu les pistes. Pour brouiller les pistes. Donc, déjà, en plus de t'enlever ton nom, nom, tout ce que tu veux, parce qu'en plus, étant entassé, déshabillé, c'est déjà rien du tout. En plus de ça, on t'enlève tes cheveux. Pour te dire que là, en fait, t'es à nu, on te met à nu, comme ça, là, il n'y a rien. Et franchement, j'étais là, j'ai dit, ah ouais. Mais en fait, nous, on est là, on rigole, on blague avec ça. Mais en fait, c'est quand même... Parce que là, ces derniers temps, j'ai vu sur les réseaux, même là, on en parle souvent, que ce soit même l'année dernière, même là, il y a le débat qui est revenu. Oui, vous aimez trop mener des combats inutiles, laisser les femmes noires avec leurs cheveux, nanana, pourquoi? J'ai dit, mais c'est pas un combat inutile, on a un devoir de mémoire, en fait. Exact, j'aime ce que tu dis, devoir de mémoire. Mais oui. Et je trouve qu'on n'a pas de conscience historique. Oui. Je suis désolée de dire ça, peut-être que ça va choquer, hein, mais je trouve que nous, en tout cas en tant que peuple, je trouve que les Noirs n'ont pas de conscience historique. On a trop tendance à banaliser certaines choses. Ah non, c'est des cheveux, il faut laisser et tout. On vous dit pas de pas faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ce devoir de mémoire, on est obligé, en fait, au vu du passé. Nous, on avance en se disant, oui... On n'a pas dit on va rester dans le passé et tout, on va avancer, mais il ne faut pas oublier le passé, tu vois. On n'apprend pas. Constituer l'histoire. Voilà, c'est ça. Savoir véritablement qui on est. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu vois. Oui.
Et je veux rebondir sur l'histoire, quand tu parles de devoir de mémoire. La meilleure façon comment on dit ça là, acculturer quelqu'un en fait, de le sortir de sa culture, ou plutôt de le sortir de son identité, c'est, comme tu disais, c'est de brouiller les pistes. C'est de briser son identité. Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils ont pris des esclaves, ils les ont emmenés notamment en Amérique ou en Occident, en Europe occidentale, la plupart de ces Noirs-là se sont retrouvés acculturés, dans la mesure où ils savaient plus exactement ce qu'ils étaient. C'est ça. Parce qu'on les a tous, comme tu dis, on les a rasés, on les a dénaturés, déracinés, etc. Et ça fait que quand ils sont retrouvés sur place, ils ont dû se recréer une nouvelle langue, une nouvelle façon de se reconnaître, une nouvelle façon de se présenter, etc. Et c'est vraiment ça le devoir de mémoire que nous devons avoir, c'est de revenir à la source, savoir qui nous sommes, et redorer notamment notre image. Parce que c'est dommage, parce que quand tu regardes tout ce qui est à l'image qu'on nous renvoie aujourd'hui du noir américain, parce qu'on est en Amérique, revenons sur le contexte, le noir américain aujourd'hui, c'est un noir qui est plus proche du blanc que du noir lui-même, le noir africain. Pourquoi? Parce qu'il a des cheveux frisés, il a des cheveux avec des waves, il a une barbe même avec des waves, et ça n'a rien à voir avec le noir africain qui a des cheveux plutôt crépus, le cheveu crépus. Donc c'est peut-être là qu'il faut que les hommes que nous sommes avec grand H, que nous revenons notamment, comme tu dis, le devoir de mémoire, c'est de revenir à la racine et savoir qui nous sommes. Et même, comme tu disais, là, après les Afro-Américains, ils ont une... C'est pas pour les défendre, mais ils ont une histoire aussi qui fait que, à l'époque, je sais qu'il y avait les lois, c'était quoi, les lois Tignon. En anglais, je pense que c'est un autre nom, là, ou qui interdisait, en fait, les Noirs de se balader dans les lieux publics avec leurs cheveux naturels. Et genre, les personnes devaient se recouvrir la tête. Donc, c'est suite à ça, il y a des femmes qui ont commencé à inventer des produits. Exact. Des défrisages. C'est là que le premier défrisage a été inventé. Elle s'appelle Walkins, c'est une américaine. Comme ça, se défriser les cheveux. Parce que pour ressembler, vu qu'on veut pas que nos cheveux soient montrés comme ça dans la rue aux yeux de tout le monde, bah écoute, on va faire un truc, on va créer quelque chose qui va nous permettre à nos cheveux de ressembler le plus possible à ce que la société nous renvoie, quoi. Donc c'est comme ça que tout ce qui est défrisage aussi, ça a commencé. Donc je suis d'accord sur ton point par rapport aux Afro-Américains, mais aussi, il y a un contexte aussi. Il y a un contexte derrière qui fait que c'est un peu plus compliqué. Ok, bon, j'ai une autre question. En tout cas, c'est intéressant. J'ai une autre question. Est-ce que vous, quand vous étiez enfant, quel est le souvenir d'enfance lié à vos cheveux? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est un souvenir? Les traumas me suivent encore. Ah ouais. Ouais, ma mère nous défrisait les cheveux, à moi et ma sœur. Mais c'est même peut-être depuis l'âge de 5-6 ans. Et après, il arrivait des petits incidents où quand tu laisses le produit trop longtemps, ou alors lorsque le produit est trop agressif, il te brûle carrément le cuir chevelu. Donc j'avais vraiment des plaques, des grosses croûtes sur la tête. Ouais, sur la tête, parce que les cheveux étaient abîmés. Mais après, l'idée qui était donnée, c'est que ça allait supposer que le cheveu lisse c'est plus facile à coiffer. Voilà, donc c'était les coiffures qui étaient entre guillemets beaucoup plus rapides à faire en plaque, et puis on met un petit élastique. Mais oui, là elle dit en plaque et on met un petit élastique. Ah oui, ok. Je me suis on serrait. Lifting, ouais, c'est pour ça que je fais jeune. On serrait bien ton crâne, les cheveux bien plaqués avec du gel partout. Puis on faisait un bun. Ouais. Donc moi, c'est toujours le souvenir que j'ai, même quand je regarde la plupart des photos quand je suis petite. J'ai quasiment tout le temps des cheveux qui sont défrisés. Rares sont les fois où j'arbore une belle afro comme la tienne. Merci. C'est sûr. Alors moi, en termes de souvenirs, plutôt mitigé. Ok. C'était un peu douloureux, mais pas autant que ça. Moi, j'ai commencé à me défriser les cheveux bien plus tard. J'avais peut-être 14 ans, 13 ans.
c'était une fois par année. Donc, pour ma part, en tout cas, ça allait. Mais je sais que ma sœur, elle a une autre encore texture de cheveux que moi, plus difficile. Et donc, pour elle, c'était plus dur. Donc, c'est plus ça. Bon, moi, te demander ton avis aussi, toi, en tant qu'homme. Moi, j'ai pas franchement de trauma là-dessus parce que je sais que j'avais pas une chevelure extraordinaire. Mes cheveux étaient crépus, j'ai détesté, c'est tout. Mais aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus beaux. Regardez, je vais peut-être faire. Je les trouve beaucoup plus beaux. Quand tu étais jeune, pourquoi tu les détestais? Parce que tu trouvais que parce que contrairement à mes frères qui ont des cheveux un peu plus métissés, donc j'avais ce complexe-là de mes cheveux. Mais aujourd'hui, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux comparés aux leurs. Parce que certains d'entre eux ont perdu leurs cheveux. Ils sont la calvitie aujourd'hui. Donc ça me fait plus marrer qu'autre chose. Mais sinon, à part ça, je préfère aimer mes cheveux aujourd'hui mais j'ai pas vraiment, parce que étant petit, nous, on a grandi dans une famille très conventionnelle, traditionnelle même. Nous, très jeunes, notre papa nous a menés chez un coiffeur qu'on appelait Monsieur Kovo, qui était très connu. Lui, sa spécialité, c'était les boules, pas la boule à zéro, mais le ras, en fait. On rasait les cheveux au même niveau, genre 1.5 ou plutôt 0.5. C'était, après, on te faisait la raie, et tout ça, petite ligne de côté. C'était vraiment ça. Les contours exacts. Donc, c'était vraiment ça. Et j'ai grandi avec ça jusqu'à ce que je sois un peu, genre, ado. Et là, je choisissais mes coiffures. Ok. Mais très jeune, on était vraiment coiffés tous quasiment de la même façon. Donc, ça faisait toute la différence. Moi, j'entends. Moi, franchement, les souvenirs d'enfance, je suis désolée, mais je vois les têtes des petites filles là sur les boîtes. Sur les boîtes de sur les boîtes de défrisants. Je pense qu'il n'y a aucune personne noire, en tout cas, à qui tu vas demander. Je pense qu'on connaît tous ces petites boîtes là avec les visages des. La marque, c'était Rêve. Non, on a plus connu Dark and Lovely. Oui, Dark and Lovely. Voilà. La base. Ou Pink. Ouais. Mais on connaît Expectation versus Reality. C'était jamais comme la boîte. C'était jamais ça. On voulait la coupe de cheveux qui était sur la boîte. Les cheveux lisses bien comme ça. Lisses bien. Ou celle qui avait la queue de cheval. Lisse et après le bout là. Quand ta mère va acheter, tu dis je veux la même coupe. Maman, t'es pressée comme ça, tu t'assois. Non, franchement, moi, c'est vrai que, bon, vu que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, est-ce que, après, oui, j'ai eu ce rapport aux cheveux. J'ai, bien évidemment, comme je l'ai dit, on m'a déjà défrisé les cheveux, ce rapport même de dire que, mais moi, j'associe ça à la douleur aussi. Ah non, ça fait mal. Ça fait mal, le fait d'être assise pendant des heures. Pendant 5 heures, on te coiffe. Mais moi, je ne comprenais pas ce truc. Je faisais beaucoup de tresses. Je faisais pas beaucoup de tresses. Ma mère, elle savait pas tresser. Donc, c'était un chignon, ou 4, 6, très rapide. Ah ouais? Moi, c'était ma tante qui me coiffait. Mais effectivement, je l'ai toujours associée à la douleur. À la douleur. Je sais que je dois m'asseoir. La tractation, mais oui, tu restes assise, tu sens plus ton fessier. Ça peut créer aussi de l'alopécie. Effectivement. Et pour ça, il y a beaucoup de filles là, qui ont l'alopécie à cause de ça. Il y a eu trop de tension. Ouais, la tractation des cheveux. Voilà, tractation trop. Mais par contre, ouais, c'est ça, c'est que j'ai toujours. C'était vraiment cheveux, je veux mes petites tresses sur la tête, en plus j'aimais bien les perles, donc mes petites nattes sur la tête avec les perles et tout. Après, je suis arrivée en Europe, j'ai découvert le défrisage, je l'ai pas découvert bizarrement. Ça va être bizarre de dire ça, mais je pense que je l'ai pas découvert en Afrique. Hein. C'est vraiment en Europe que je l'ai découvert. Déjà grande alors quand tu t'as ouais, je suis arrivée à 12 ans en fait. Ouais. Donc je l'ai découvert vraiment. En Europe, donc quand j'ai commencé à voir, j'ai même mes copines noires, j'ai dit tes cheveux sont lisses hein, et tout, comment tu fais ça et tout. Du coup, j'ai dit maman, on m'a parlé de ça et tout, je veux la même chose. Donc ma mère elle m'a essayé et tout, on a fait, elle m'a défrisé. J'ai dit ok, mais je sais pas le rendu, je m'attendais pas à ça parce qu'effectivement comme on dit, on veut la même coupe que sur la boîte. C'est sûr. Je dis mais si j'ai pas cette coupe là, moi je veux pas en fait. C'est comment on fait comment? Donc elle dit ok, donc on va arrêter donc tous les jours les petits trucs là. Mais c'est vrai que ce souvenir là, je l'associe vraiment à la douleur, à l'attente. Déjà ça fait mal, en plus t'es assise pendant des heures et des heures. C'est vraiment le souvenir marquant. Mais bon,
On arrive à trouver des techniques, comme tu dis, il y a des petites coupes, surtout les jeunes, t'as pas besoin de faire des trucs de 10 ans, là, tu vois. Mais c'est vrai que les coiffures étaient fallacieuses, hein, sur les boîtes. Parce que j'ai appris ça, là, il y a quelques mois. Ah ouais? Parce que les petites, elles ont grandi, maintenant, elles parlent. Ouais, elles parlent. Et elles ont dit que c'était quoi? Je crois que c'était des perruques. Des choses comme ça, des postiches qu'on leur mettait. Non. Mais oui, j'avais lu, il faut que je retrouve l'article, que les coiffures là étaient fausses. On nous a vendu du rêve. C'était... Donc nous, on se battait pour avoir la même coupe qui est sur la boîte. Oui. Alors que les filles, elles avaient même pas, c'était même pas leurs vrais cheveux. Est-ce que tu te rends compte en fait du marketing. Mais ouais. N'oublions pas que le marketing, ça fait des années que ça existe, donc c'est sûr que. Je suis choquée. Le but c'était de vendre. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, on vend du rêve. Mais d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a encore aujourd'hui, on utilise des influenceurs, des artistes, des stars pour continuer à vendre du rêve. Ouais. Donc, c'est... Et je me dis, en fait, nous, ça ne nous choquait pas qu'on ne donnait pas le même résultat. Genre, il y a personne qui a capté que ça allait jamais rendre ce résultat-là, en fait. Et genre, on continue à se défriser et tout. Donc, Et là, en fait, il y a un autre contexte. Moi, là, pendant que je travaillais le sujet, j'ai vu, il y a des gens qui disent, en tout cas, j'avais eu un débat là sur les réseaux, parce que bon, maintenant tout se passe sur les réseaux, des gens qui disaient que oui, que les gens ont commencé à ne pas aimer leurs cheveux naturels parce que aussi la société fait que, comme par exemple le fait d'aller en entretien d'embauche avec des cheveux naturels. Définitivement. Moi, je suis d'accord avec ça. Que je vais pas être prise ou je vais pas être pris parce que j'ai mes cheveux naturels et qu'ils vont me prendre pour négliger. Exact. Vous vous souvenez peut-être de comment elle s'appelle, celle qui a été ministre là, de la communication de Macron, avec le premier gouvernement de Macron, qui s'était présentée avec un afro dans une conférence de presse. Ouais. J'ai oublié son nom. C'était une dame là qui était à la base, elle était directrice de campagne. Elle est devenue ministre juste au moment où Macron est passé en 2017. Oui. Et elle était venue avec un afro. Bon, j'avoue que c'était un peu particulier, mais c'était une perruque. Je sais pas si c'était une perruque ou un vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a créé tout un boucan. Elle me revient, mais elle a pris vraiment cher. Particulier dans quel sens, en fait? Parce que pour le particulier, non pas par rapport à moi. Moi, ça me choquait pas parce que j'ai eu l'habitude de voir des femmes afro en Afrique. Pour moi, c'était pas particulier pour la société française. Oui. Qui était une société hypocrite parce que en quoi ça allait changer sa personne? Parce que les gens écrivent dans les réseaux sociaux, comment une ministre peut se présenter comme ça, c'est pas normal. Il y a eu beaucoup de débats derrière ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit n'importe quoi. Elle a été traitée, parfois même insultée. Mais en réalité, elle était simplement une personne qui essayait de représenter ce qu'elle était réellement. Tu vois? C'est comme tu dis, c'est-à-dire aujourd'hui, j'aurais jamais cru, personnellement, en étant en France, j'aurais jamais fait la tête que j'ai aujourd'hui à dire je vais aller travailler. C'est impossible. Il faut que je sois coiffé d'une manière. Mais moi, j'ai vu des gens avec des locks venir en entreprise. Ils étaient quasiment limite un peu vus d'une manière parce que c'est plus ou moins mal vu. Je parle en Europe. Clairement. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu une autre vision de tout ça. C'est les pays anglo-saxons. Parce que même quand j'habitais à Londres aussi, en fait, tu pouvais voir un banquier, il avait son turban, les Indiens. Il avait son turban tranquille, il faisait son taf. Ou alors, un gars avait l'oxé, costard, cravate, tranquille. C'est ta vie, en fait. Personne ne le compliquait. Mais l'Europe n'est pas, la France n'est pas en tout cas prête pour ça. Non. Il y avait même eu un scandale, là, non? Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quelques années, là. C'est un employé, un steward de Air France. Oui. Avec une perruque. Oui. Exact. Faut voir la tête de la perruque. Parce qu'il avait des locks. Parce qu'on dit que ses cheveux n'étaient pas assez professionnels. Il avait juste des locks. C'était juste un gars locksé. Exact. Que non, ses cheveux ne respectaient pas la politique de Air France et tout, du dress code. Donc, ils l'ont obligé à mettre une perruque. Faut voir maintenant la perruque sur la tête du gars. Sous ses locks. C'est même pas une fronte là ici. Je ris, mais franchement, vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est rigolo en même temps choquant. C'est-à-dire qu'ils ont préféré mettre ça sur sa tête que de le laisser avec ses cheveux, ses locks. Tu voyais le truc, ils ont montré en plus. C'était ridicule. Ouais. C'était vraiment ridicule. Mais ils préféraient que cet homme-là porte cette perruque-là que de le voir avec ses cheveux loxés. Mais il y a des études qui ont confirmé. Il y a LinkedIn qui a fait une étude et il y a Dove. Et ces études, les résultats sont ressortis que les coiffures afro sont
qualifié comme négligé et peu professionnel. Et en fait, il y a du coup une femme qui va porter une perruque lisse a beaucoup plus de chances de se faire embaucher qu'une femme qui va porter son afro, qui même va porter des dreads. Et moi, en tout cas, j'admets que sur les postes que j'occupais en France, je portais toujours soit un tissage, soit une perruque. Et c'est vrai que c'est depuis que je suis arrivée ici que j'arbore des tresses, etc. Et je vois que ça pose aucun problème. Waouh. Pareil. À chaque fois que j'avais un entretien et que j'avais des tresses, en fait, j'enlevais mes tresses pour aller en entretien. Mais je suis jamais allée sous tresse en entretien dans notre domaine. Jamais. Genre, quand t'enlevais carrément tes tresses pour aller à l'entretien. Oui. Et ça, c'était en France que tu faisais ça ou ici? En France. Okay. Non, ici, ça allait. Ok. Ouais. Mais en France, c'était ça. Et j'avais une coiffeuse en plus souvent. Je disais, mais attends, là, j'ai bien un entretien et toi, est-ce que je fais les tresses maintenant ou après? Après, tout c'est mieux. Donc elle faisait ton... J'allais avec mes cheveux, soit lissés ou soit chignons, ou parfois un peu de tissage. Mais j'allais jamais en tresse. Waouh. Bah oui. Non, je suis choquée en fait, c'est pas... Oui, non. Non, mais c'est ça, moi, Alice. Waouh. C'est la réalité de la France. Hein. Tu te dis en fait que tu vas juste mettre toutes les chances de ton côté. Tu sais comment les tresses sont vues en société, tu vois. Donc bon... Après, par rapport à ça, je me suis posé la question, est-ce que je faisais bien de faire ça ou pas? Parce que quand tu regardes, les traits, c'est aussi notre culture, c'est aussi notre identité. Bien sûr. Pourquoi, dans ce compte-là, je mets ce côté à part pour pouvoir plaire, tu comprends, à l'entreprise dans laquelle je postule? Tu te renies toi-même, tu comprends pas? C'est profond, en fait. Mais effectivement, tout est une question d'apparence, parce qu'en soi, ça n'a rien à voir avec tes compétences, mais... C'est plutôt... Comment tu présentes? Effectivement, vis-à-vis des recruteurs ou même dans une entreprise. Toi, t'as jamais fait des réflexions quand... je trouve les peu de fois où j'étais arrivée avec mes cheveux naturels, j'avais toujours des réflexions. Bien sûr. Ou des gens qui veulent toucher. Ou, bien sûr. Mais j'avoue que c'est vrai, parce que même moi, j'assume mon afro, j'aime bien mon afro et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que je suis jamais partie en entretien avec mon afro. Ouais, tu vois. Il faut avoir beaucoup de courage. J'ai jamais fait. En tout cas, moi, j'admirais la personne qui fait ça, en tout cas. En entretien, je suis jamais allée en entretien avec mon afro. Je pars en entretien, surtout en France, avec mon afro en entreprise. Genre pour travailler, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous, de toute façon. Mais c'est vrai que là, dans un entretien, non, j'ai jamais été avec mon afro. C'est vrai. Maintenant que vous... C'est ça, voilà, Et qu'est-ce qui te passait par la tête? Est-ce que c'était naturel ou... Est-ce que c'était volontaire de te présenter en entretien sans ton afro? Bah, c'était pas volontaire, en fait. C'est... Même parfois, tu vois, bon, maman, voilà, c'est pas de sa faute, mais elle me disait, arrange un peu quand même tes cheveux. Faut être propre. Voilà. Mais sauf que quand t'as des cheveux naturels, t'es pas propre. Mais moi, elle m'a dit, arrange un peu quand même tes cheveux. Moi, tel que je le perçois, c'est vraiment ce que tout à l'heure, je disais de pression, je parlais de pression sociale, c'est parfois, ça devient inconscient. Parce que tu veux ressembler à la société. Tu veux t'intégrer ou t'assimiler. Plutôt même pas intégrer. T'assimiler à la société. Et ce qui fait que tu vas adopter des codes de la société. Et ces codes-là font en sorte que parfois tu mets de côté ta personnalité ou ton identité personnelle pour assimiler une autre personnalité. Moi, il y a des gens, d'ailleurs, vous vous souvenez, le fameux chocotte. Il y a des gens, ils arrivent à peine 2 mois en France, ils vont commencer à parler d'une façon comme si ça faisait 10 ans qu'ils habitent en France, en faisant de le sage. Mais c'est pas, parfois, pour certains, c'était pas fait exprès. C'est juste qu'ils ont adopté un style qui était proche de ce qu'ils ont trouvé sur place. Oui. Pour essayer de s'intégrer ou s'assimiler. Donc, là, à ce niveau, c'est plus de l'intégration, c'est plus de l'assimilation. Exactement, surtout l'assimilation. Donc, ce qui fait que c'est difficile. Et d'ailleurs, nous, quand on voyait ça d'un autre angle, on disait, mais pourquoi tu parles comme ça d'un coup? À peine tu viens d'arriver. T'es un blédard, même. Pourquoi je parle comme ça? Mais attends, en fait, il changeait... Il changeait complètement. Bah, il voulait parler comme... le ton, la tonation changeait. Oui, exactement. On va dire, il chocossait. Nous, en tout cas, en Côte d'Ivoire, en langage truc, on dit chocossait. Genre, tu veux choco, tu veux parler comme parce que voilà. Ok, parce que c'est une chose aussi de vouloir articuler pour pouvoir se faire comprendre. On est quand même d'accord. Oui. Non, c'est différent. Voilà. Mais là, c'est différent. Là, c'est pas articulé. C'est vraiment, je veux parler avec l'accent français. Exact. Donc, il va exagérer tout ce qu'il va dire, placer des R partout alors que c'est pas nécessaire. Ouais. Donc, c'est ça qui fait que. Donc, ça rejoint. Ça rejoint le point, c'est que
c'est vraiment la pression sociale. Et on l'a, même en étant en Afrique aujourd'hui. Je prends un exemple. Il y a des pays africains où tu arrives, d'habitude dans nos pays, les femmes, certaines mamans et tout ça, elles se tressaient avec les fils. Oui. Vous vous souvenez? Les coupes au fil. Exact. Mais elles n'allaient pas bosser comme ça. Elles mettaient un truc sur la tête, genre un foulard, ou au moins une perruque. Parce que c'est le genre de coiffure que tu me fais à la maison, mais pas en entreprise. Tu vois? Parce que c'est vrai que là on parle de l'Occident, mais il y a aussi on a aussi ça en Afrique en fait. Tu vas dans certains, dans certains pays, moi je suis allé, par exemple à Dakar, la plupart des jeunes filles, tu vois à Dakar, la plupart des jeunes filles, elles ont toutes des tissages. Oui. Toutes des tissages. Ah ouais? À cheveux longs, attention là. Bien long en plus les cesses. Oh, tu niaises ou quoi? C'est ça. Et ça, c'est juste, comme on dit, c'est la pression sociale. Okay. Moi, je suis d'accord. Après, là, je parlais de l'Angola parce que c'est l'Angola que je connais le plus. Mais en entreprise, oui, tu pouvais voir des filles avec des tresses. Mais en afro, comme ça, je n'en ai jamais vu. Ah ouais? Non. Jamais. Et quand j'y pense, en fait, je trouve ça, c'est scandaleux. Ça veut dire même en Afrique, en fait, c'est les mêmes. Mais on a dans les codes occidentaux, en fait. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'on a tendance à pointer du doigt les autres, mais on ne regarde pas forcément de notre propre langue. On dit qu'il faut balayer d'abord devant sa porte avant d'aller mener des combats. Une fois, j'avais laissé mes cheveux naturels et tout ça. C'était un petit peu curly, tout ça. Je me dis, ok, je vais comme ça en entreprise. Il y a une des responsables qui m'a dit, oh, tes cheveux, ils sont vraiment jolis. Parce que j'avais enlevé les tresses que j'avais juste avant. Très jolis, hein, laisse-moi regarder. Là, maintenant, demain, tu iras au salon de coiffure te faire lisser les cheveux. Comme ça. Comme ça. Waouh. Comme ça. Je lui ai rien demandé. En plus, à l'époque, j'étais encore même stagiaire. Tu vois, quand t'arrives, tu sais pas trop comment ça se passe en entreprise et tout. On me dit ça. Donc, on m'envoie me faire lisser les cheveux. Waouh. Même là, en fait, parce que là, on parle... Là, pour l'Afrique, en fait, il y a une histoire, c'est que la représentation... Parce que j'allais dire, on n'est pas représenté. Mais encore en Occident, c'est normal. Bon, certains diront, on n'est pas chez nous, donc il ne faut pas qu'on réclame un droit. Mais ça, c'est un autre débat. On est chez nous. Mais en Afrique, c'est très grave. Oui. Mais moi, le premier à y penser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films africains, tout ce qui est Nollywood, tout ça, les cheveux naturels, c'est associé à la fille. Ils vont montrer la fille, genre, qu'elle était pauvre. Oui, ça, exact. Voilà. Exact. Et la femme qui a réussi, qui est riche, en fait, tissage, perruque et tout, bien truqué, et avec les cheveux lisses, longs et tout. Celle qui a du succès dans sa vie, elle a percé. Mais celle qui est un peu pauvre, qui n'a pas les moyens, bah, elle est avec ses nattes et tout, ses cheveux comme ça en l'air. Et vraiment, dans beaucoup de films africains, il y a ce truc-là. J'ai envie de rebondir dessus. Tu sais qu'il y a encore des tares jusqu'à aujourd'hui dans notre société africaine. Moi, je me souviens... étant jeune, quand on voyait quelqu'un avec des locks, il était associé à quelqu'un qui fumait du chanvre. Exact. C'est vrai. Quelqu'un qui avait trop de cheveux, pareil. C'est-à-dire, on se disait, soit il n'est pas capable de se coiffer, soit il doit être un peu peut-être fou, parce qu'il avait trop de tas de cheveux, pas assez soignés. Aujourd'hui, peut-être ça a dû changer dans beaucoup d'entreprises. Enfin, dans beaucoup de sociétés africaines, ça a dû changer. Mais il y a encore des sociétés, comme la société congolaise, quand tu as des locks, c'est encore très... Tu vois ce que je dis? C'est encore presque... Il y a encore des stéréotypes là-dessus. Beaucoup de parents africains, même mon petit frère qui avait des locks, avant que ce soit accepté par mes parents, là, c'était un combat. Moi, je prends un exemple. J'ai mon fils qui vient d'avoir 13 ans. Et je me souviens, un jour, je l'ai amené parce que lui, il a beaucoup de repousse. Beaucoup, énormément. Donc, ce qui fait que très vite, ses cheveux bouclent et il a des locks. Et un jour, je lui ai dit, bah, écoute, on va quand même changer parce que tu as beaucoup trop de locks, on va les couper, on va laisser pousser quelque chose de nouveau. Je l'ai amené dans un salon de coiffure et c'est un salon de coiffure, les gars qui sont là-bas, c'est de la communauté haïtienne. Donc les mecs, ils ont commencé à coiffer. Et il y a une madame qui arrivait, une femme haïtienne avec son fils. Elle était totalement contente de voir que je coupais les cheveux de mon fils. Elle pensait que je le punissais. Elle commençait à me dire, ah, c'est bien, c'est bon comme ça, vous êtes vraiment un bon père. Parce que franchement, c'est pas normal. En fait, je l'écoutais, en même temps, j'essaie de me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui. Tu comprends? Et j'ai vite compris, en fait, que pour elle,
c'est no way ces enfants doivent se faire de locks. Mais moi, tous mes garçons, tous, ils ont des locks. Et c'est pas voulu, hein. C'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement chez eux. Mais déjà, même, je comprends même pas d'où ça sort le fait d'avoir des locks. C'est pas bien, c'est pas beau, ça présente pas bien. Franchement. C'est, encore une fois de plus, c'est l'image. Non? Mais c'est le cliché du Rastafari. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Les compagnies. Bien sûr. C'est ce qu'on dit juste avant. C'est-à-dire que le gars qui a révolutionné les locks, c'est Bob Marley, en tant que star, et l'image qu'on avait de Bob Marley, c'est le gars qui fume du shit. Exact. Je comprends. Toutes les photos qu'on avait en Afrique de Bob Marley, il avait toujours un joint avec lui. Donc ça a été véhiculé comme ça. Alors que le même Bob Marley, il est adulé dans d'autres sociétés. C'est aux États-Unis, ici en Occident, il est adulé. Et même il y a une histoire derrière ces locks-là. Bien sûr. Ce mouvement-là. Bob Marley, c'est pas le premier à avoir fait des locks. Mais oui, c'est ça. Voilà. C'est juste celui qui a été mis en lumière. Parce que c'était une star. Voilà. Mais les locks, qui a commencé à justement avoir des locks? Dans quelle société? Moi, je pense que ça vient beaucoup plus loin que ça. Je pense que même les comment on les appelle, les kémis plutôt, dans la société égyptienne, avaient aussi probablement des locks. Oui. Bien sûr. Dans le royaume Congo, c'était une reine en Angola, mais les gars qui étaient autour de lui étaient probablement loxés aussi, qui étaient notamment ses gardes pour approcher. Donc c'est beaucoup plus, ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça. Encore une fois, c'est culturel, c'est un truc qui est identitaire, ça fait partie de l'identité, de la culture. Oui. Mais comme effectivement on nous enlève cette culture-là et que nous aussi, bon, on n'a pas ce devoir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas ce devoir de mémoire. Oui. Bah, on croit en fait tout ce qu'on voit, c'est-à-dire, oui, les locks c'est associé à quelque chose qui est pas bien. Bah, ça fume du shit, ça fait ci, c'est pas sérieux, c'est pas propre, c'est pas beau. Les gens qui sont locksés, déjà automatiquement, ils ont une image qui est péjorative directement. Définitivement. C'est ça. Et je sais pas si vous savez aussi, mais les cheveux, c'est une connotation sacrée en fait. Oui. Parce que ma mère me disait ça. Oui. Là, j'ai un souvenir. Par exemple, c'est pas n'importe qui va te couper les cheveux. Exact. Tes cheveux, tu peux pas les laisser comme ça. Tu comprends? On ramasse ses cheveux. Tu peux juste Tu vois, donc encore une fois, on a voulu encore nous couper de Mais notre vous vous identité. souvenez, pour ceux qui ont grandi dans une culture chrétienne, et là je mets une parenthèse, je vais la fermer très vite, dans la culture chrétienne, il y a justement un des juges, là, c'était Samson, dont les cheveux étaient lents, et Samson, qui veut dire fils du soleil, Samson avait notamment ce sacre-là de ses cheveux, pour pouvoir, c'est grâce à ses cheveux qu'il avait ce pouvoir-là de communiquer avec Yahweh, et il était capable de pouvoir faire des trucs extraordinaires qu'un homme normal ne pouvait pas faire. Donc il a fallu que ses cheveux soient coupés pour qu'il perde notamment ce pouvoir. Ce pouvoir-là. Oui. Mais comme j'ai dit, bah voilà, ça fait du sens avec ce que j'ai appris là pendant que, effectivement, avec une coupe de cheveux, on pouvait savoir de quelle religion tu étais, en fait, entre guillemets. Quel genre de moi, je dirais, surtout dans notre culture, peut-être pas religion, parce que moi, j'associe beaucoup la religion aux hommes. Oui. Mais je dirais, de quelle croyance que tu étais. Parce que on avait des croyances qui étaient beaucoup plus loin que nos religions actuelles qu'on connaît, les religions traditionnelles. Au-delà de ça, on avait des croyances. Et c'était vraiment lié. Parce que quand je regarde, par exemple, en Afrique du Sud, où il y avait des Zoulous, les Bushmen, etc., ils avaient également une façon de se coiffer qui était différente, par exemple, de ceux qu'on trouve notamment en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Tu vois, c'était vraiment ça. Mais c'était toujours lié à la culture, à l'identité, à la croyance, etc. Et aux catégories socio-professionnelles. Mais là, on va revenir à la question que j'avais posée de base. Est-ce que vous pensez que, en tout cas en tant que noir, en tant que personne racisée, avoir ses cheveux naturels, ça empêche d'accéder à certains postes dans la société, là, occidentale dans laquelle on est? Mais ça va être chaud. Les cheveux naturels sont afro. Ouais, est-ce que ça... Je porte mes cheveux naturels, mais je les ai attachés. Tu comprends? Non, être naturel, sans forcément avoir... quand je te dis, tu portes pas de cheveux genre qui ressemblent aux cheveux des blancs. Genre, si tu mets pas de perruque, de tissage, est-ce que tu penses que juste tes cheveux comme ça naturels? Moi, je pense qu'il faut distinguer les deux. Parce que là, j'ai mes cheveux naturels, c'est coiffé. En entreprise, ça passe parfaitement. Maintenant, en afro comme ça, je sais pas. Pourtant, toutes les deux, on est en naturel, non? On est en naturel, oui. Il faut savoir distinguer. Là, comme ça, je passe discrète. Tu comprends pas? Inaperçu. Maintenant, demain, je mets mon afro. En tout cas, je pense que qu'un pays comme la France, je peux avoir des difficultés. Ici, au Canada, c'est autre chose, comme on le disait précédemment. Mais ah ouais.
Tu penses? Ouais. Moi, je l'ai vu pour dans ma précédente entreprise dans laquelle j'ai travaillé ici. La responsable que j'ai rencontrée, elle était nommée en haut poste. Hein. Elle est venue avec perruque. Même à je l'appelle Beyoncé, parce qu'elle avait la perruque. Beyoncé. Mais même perruque. Mais en tout cas, les cheveux étaient lisses. Elle ne portait ni tresse, ni afro. En tout cas, moi, dans les femmes noires que j'ai vues passer dans les entreprises et qui occupaient de hauts postes, elles ne portaient pas d'afro ni de tresse. Et ni de tresse aussi. Ni de tresse, je tiens à préciser. Tu vois? D'accord avec elle. Ah ouais? Et je vais m'expliquer tout à l'heure pourquoi. D'accord. Regardez Condoleezza Rice. Condoleezza Rice a été secrétaire d'État aux Nations Unies, aux États-Unis en tant que, en gros, ça correspond à un poste de ministre. Je crois qu'elle a été aux affaires étrangères. Cette dame-là, on l'a jamais avec ses cheveux naturels. Elle avait des perruques. Regardez, moi, il y a un truc que j'ai compris. Hein. En fait, quand je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, donc petits jeunes qui sont ados ou proches de l'âge d'adulte. Genre, je parle des ados de 12 ans jusqu'à peu près 20 ans, voire même, je mettrais les 21 ans dedans. Moi, je regarde beaucoup le sport. Regardez les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans les sports comme la NFL, NHL, qui sont noirs, ou plutôt basketball, NBA, etc. La plupart de nos jeunes aujourd'hui s'associent à ces gens-là. Au football, vous allez voir les gars qui veulent se coiffer comme tous, Neymar, ou peut-être un peu comme Mbappé, ou peut-être comme Bellingham, etc. Ou Dembélé, des stars de foot qui sont blacks. Pareil, dans le basketball, etc. Ils veulent tous ressembler à un joueur de basket ou un joueur de football américain ou un joueur, etc. Donc, ce qui fait que ce sont ces gens-là qui sont devenus des identités remarquables ou plutôt des modèles. Mais par contre, quand tu prends ça, tu regardes les noirs qui sont en entreprise, qui sont des CIO, qui sont des ciseaux, etc. Tu vas remarquer, ils ont des cheveux coupés. Barack Obama. Jamais Barack Obama avait... C'est un modèle, c'est un noir. Cheveux coupés. Tu prendras, j'en connais pas beaucoup, mais regarde même les patrons des grandes entreprises, ils n'ont pas de barbe comme moi, ils n'ont pas de barbe, c'est toujours rasé, cheveux coupés, et c'est un code jamais vu un grand patron loxé. Vous n'allez jamais vu un grand patron qui est connu au niveau mondial avec une grande barbe comme moi, genre moi j'ai pas de barbe, mais j'ai envie de donner un exemple. Oh, parce que je l'ai cherché la grande barbe. Tu regardais tout ça. Mais je veux dire la barbe tout simplement. Exactement. La barbe tout simplement. Il y en a pas, ils sont tous rasés. Et je vais vous donner un autre truc. Moi j'ai un frère qui travaille qui est policier militaire si tu veux. Parce que en Afrique centrale, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de policier, c'est tous des militaires à la base. Et lui il est plus du côté de la police. Il est responsable policier. Il me disait que quand tu atteins un certain grade, haut gradé, quand tu es haut gradé, il est interdit d'avoir la barbe ou une moustache. C'est vrai. Dès que tu es responsable, c'est partie des codes. Ça fait partie des codes. Donc, ce qui fait que il y a des dress codes selon le niveau que tu atteins. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si tu devais... Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Le gars qui est ivoirien, là, qui est Thiam, qui est au Crédit Suisse, tu as vu avec une moustache. Ou même Jean Delox. C'est impossible. Il est trop soigné pour avoir une barbe ou une moustache. Il est toujours bien rasé, bien coiffé, etc. Et ça fait partie des codes. Et comme on disait tout à l'heure, dès que tu as un peu une barbe de 3 jours, tu as l'impression que tu es négligé. Tu comprends? Donc c'est vrai que si tu viens avec tes cheveux naturels, ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin? Exactement. Tu t'es pas coiffé? Voilà. Parce que l'image qu'on a aujourd'hui, et je vais terminer par ça, c'est les stars. De sport, les stars de musique, c'est eux qui renvoient cette... C'est vrai. Et tant qu'on est jeune, ça passe. Mais dès l'instant que tu commences à atteindre un niveau et tu commences à monter dans le niveau, peut-être au niveau professionnel, forcément, quelqu'un va te dire, change de style. Si tu veux aller plus loin. Aller plus haut. Passer à un niveau supérieur. Exact. Et pareil, quand tu commences à atteindre un certain nombre, quand tu commences à grandir dans le milieu socio-professionnel et tu commences à atteindre, par exemple, le million, forcément, quelqu'un va te dire, achète-toi une Rolex si tu veux être remarqué. C'est important, c'est des codes. Et les gens se parlent, c'est-à-dire entre riches ou entre personnes d'un certain niveau, d'un certain milieu, ils vont se dire, tu peux pas arriver dans une réunion où tu as des personnalités, où tu as des gens d'un certain catégorie, et tu n'as pas une Roro sur la main. Tu vois, les gens vont se dire, c'est bizarre, lui,
Donc, c'est des codes comme ça. Et c'est important. C'est très important. Et moi, j'avais un point aussi que je voulais relever concernant les femmes noires à succès qui portent des perruques. Regardez bien, c'est toujours des perruques lisses. Toujours. Je vois jamais des perruques afro ou même un petit peu bouclées. C'est vrai. Moi, en fait, quand je vois femme afro à succès, bah, moi, en fait, il y a comment elle s'appelle, la Christine Taubira. Oui, avec ses petites lattes collées. Ouais, non, franchement, j'aime trop. C'est vrai. J'aime trop. Elle a toujours la même coupe. Elle est refaite juste, je pense, mais elle a tout le temps la même coupe. Exact. Genre Ramayad, pareil. Non. Moi, je l'ai jamais vue avec... non. Ou bien de côté. Comment ça, de côté? Ah, moi, je la mets de côté. Elle fait partie des gens, justement, qui ne respectent pas le code des... Mais tu la vois. Ah oui, même avec elle a des cheveux lisses qu'elle met là, c'est parfois même des... Le fond. C'est ça, Ramayad, c'est pas l'exemple. On la voit Ramayad avec ses... Non, là c'est la nouvelle que t'as vue. Ouais. C'est l'image qu'elle véhicule récemment, mais quand elle était encore ministre sous Sarkozy, elle a jamais... non seulement elle était un peu shade parce que elle mettait pas des fonds de teint qui étaient les bons fonds de teint, tu vois, toujours ça, très clair, mais ça c'était pour se conformer entre guillemets. Exact. Et moi comme je la voyais, c'était soit cheveux défrisés qu'elle avait, cheveux courts défrisés un peu plaqués comme ça, ou alors il me semble qu'elle avait des petites des toutes petites nattes, mais tu vois que c'est très discret, vraiment discret. Oui. Ok, moi quand j'ai son image, je voyais ça. Ok, d'accord. Ok, je suis pas remontée assez. Ok, bon. Non, là tu as vu la version 2.0 et puis. Mais je garde quand même espoir parce que il y a ma go, comment elle s'appelle? Fatou Diop. Oui. Angela Davis. Mais c'est l'une d'ailleurs des premières femmes afro qui a commencé à mettre en avant ce mouvement afro. Mais est-ce que c'était dans les années 70? Ouais, c'est vrai, c'était dans les... Parce que tu remarques que dans les années 70, il y a eu complètement un changement. Oui. Et les personnes assumaient leur afro, autant les hommes que les femmes. Les Black Panthers, c'est ce mouvement-là, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est dans les années 60. C'est à ce moment-là qu'on les retrouve. Et il y a ces gens-là qui continuent à se battre parce que les Black Panthers, ça continue, tu vois, dans ce mouvement-là, ces gens s'assument. Donc, ça veut dire que ça nous influence pas assez ou l'impact n'est pas encore assez considérable. Après, le mouvement plus moderne qu'il y a eu, c'était en 2019, c'était le mouvement d'Happy. Oui, le Happy, tu vois, là, c'est ça qui a fait beaucoup d'éveil de conscience. Tu vois, et moi, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'éduquer. En fait. Tout à l'heure, quand je parlais des Black Lives Matter, juste après, là, il y a oui, effectivement, il y a eu ça quasiment, effectivement, à la même période. Ouais. Oui. Et que tu as commencé à t'éduquer, faire des recherches. Ouais, mais en fait, je me suis rendu compte que, hormis soit faire coiffer mes cheveux, soit faire, entre guillemets, des tissages, ou alors les défriser, surtout que moi, mes cheveux naturels, je les gardais durant une très très courte période. Ça pouvait aller de 24 heures à une semaine, j'allais pas plus que ça. Je vous dis, là, 24 heures à une semaine, ça allait pas. La veille, on m'avait même collé l'ordre de ma perruquer. Mes cheveux respiraient pas. Et en plus, à ce moment-là, il a commencé à avoir tout ce qui est confinement, Covid, etc. Donc, les coiffeuses, elles te disent, bon, Inch'Allah. Oui. Tu vois, donc tu te retrouves comme ça. Et là, en fait, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais aucune éducation sur la manière dont je devais m'occuper de mes cheveux. Et en fait, en fin de compte, je suis restée comme ça pendant 2 ans. Je me suis pas coiffée. J'ai pas vu une coiffeuse, j'ai pas fait de tresses. Ou quoi que ce soit, et je me suis dit qu'il était temps de m'éduquer sur comment prendre soin de mes cheveux, surtout que à force d'enchaîner tout ce qui est tissage et choses comme ça, j'ai souffert d'alopécie avec la traction, comme disait, oui. Voilà, donc il a fallu refaire des soins et il a fallu que moi je me rééduque parce que moi-même dans l'image que j'ai eue, ma mère qui effectivement soit me défrisait les cheveux, soit j'avais des tresses. J'ai jamais pris le temps d'apprendre ou j'étais incapable de savoir comment m'occuper de mes cheveux. Après, c'est là que tu apprends les routines LEC. Et après, et c'est surtout qu'il y a cette image sur le cheveu afro, que c'est un cheveu qui est difficile à coiffer. Qui est dur, qui est cassant. Qui est moche, on n'a qu'à dire la vérité. Exactement. Donc, tu te prends pas trop la tête, tu vas vite chercher ce qu'on peut appeler parfois des coiffures protectrices. Oui. Mais ouais, j'ai dû apprendre à moi m'éduquer
Et après, c'est ce qui m'a ouvert la voie vers tout ce qui est cosmétologie, parce que tu regardes que dans les nombreux produits qui sont proposés aujourd'hui, c'est les grandes marques américaines, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de substances qui sont pas forcément bonnes. Alors que moi, j'ai toujours dit, et ça, je l'ai fait à travers ma formation, etc., qu'on a tout ce qu'il faut en Afrique. En termes de produits naturels. Et ça revient à ce qu'on discutait, l'image qu'on a en Afrique, c'est que celle qui a ses cheveux naturels est pauvre, etc. Pourquoi ? Parce que le modèle occidental, c'est un modèle de réussite. Avoir les cheveux lisses, c'est quelqu'un qui a réussi. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit peu un trait de retard en Afrique parce qu'on suit les mouvances qu'il y a en Occident. Là, en fait, aujourd'hui, moi, ce qui m'attriste et ce que j'ai constaté, c'est que nos savoirs se perdent. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, on va consommer les marques américaines alors qu'on a tout ce qu'il faut. Exact. Le karité, cacao. Le karité, les bienfaits du karité. Toutes ces choses-là qui sont non seulement bons pour la peau et les cheveux, malheureusement, c'est des choses qui se perdent. Pourquoi ? Parce que en Afrique, on cherche à se conformer. Il y a une émergence des nouveaux riches, la middle class. Mais même quand tu regardes ces personnes-là, elles sont entre guillemets perruquées parce que être comme ou vivre comme en Occident, c'est un modèle de réussite. Et ça, c'est surtout même l'aspect esthétique en tant que femme. Donc, ça va aller des cheveux dans la manière dont tu vas prendre soin de ta peau ici et t'habiller. Mais on perd un peu de notre culture parce qu'on est dans l'assimilation d'autres cultures. Effectivement. Ce qui fait qu'on est dans des crises identitaires aujourd'hui. On se cherche. On est perdu en fait. On se cherche. Exact. C'est exactement ça. Mais vas-y. Non, vas-y. Tu voulais rajouter un truc? Moi, je disais que pour que les choses changent, il faut que ce soit au sein même de la communauté. Ouais. Moi, je suis d'accord, parce que le changement, il vient pas de l'extérieur, en fait. C'est ça. Mais il vient de nous-mêmes, du rapport qu'on a avec nous et avec les autres aussi. Exactement. De la communauté. Là, la dernière fois, j'avais une conversation avec une de mes copines et en fait, elle disait ma fille, elle a vraiment pris les cheveux de son père. C'est trop difficile, tout ça. Franchement, j'aime pas. Je dis, comment ça, t'aimes pas? Parce qu'elle, elle est un petit peu métissée. Franchement, j'aurais préféré qu'elle prenne les miens. Franchement, les cheveux crépus, non, j'aime pas. J'ai dû la reprendre, en fait, et de lui dire, mais attends. Parce qu'il y a le côté aussi traumatisme émotionnel. Toute ta vie, t'entends, en fait, dire que mais c'est ta maman qui dit que tes cheveux ne sont pas beaux. Tes cheveux sont difficiles. J'aime pas les coiffer. J'aime pas te faire des soins. Quand tu grandis, mais tu vas être sous perruque H24, soit tresse, soit perruque. Surtout qu'à l'école aussi, tu auras ces micro-agressions. C'est ça, c'est des agressions. Tu vois, donc je pense qu'il est vraiment temps qu'au sein de la communauté, on puisse commencer à se déconstruire, avoir un discours qui soit différent avec le cheveu naturel, pour pouvoir mieux s'accepter. Et si, entre-temps, il y a eu des traumatismes, qu'on puisse aussi se guérir, en fait. Exactement. Non, tu as complètement raison. Moi, je rejoins ton point dans le sens où là, on se dit, oui, si on va en entretien, on va pas être accepté. Mais est-ce que nous-mêmes, d'abord, c'est quoi notre rapport à notre propre cheveux? C'est-à-dire, si je vais en entretien aussi en Afrique, est-ce que je passerai aussi? Non, je suis désolée, on a tendance à parler plus de ce qui va pas à l'extérieur. Mais au sein même de la communauté, je suis désolée, pour ça, je dis, encore une fois, avant de se battre pour des combats extérieurs, on a aussi beaucoup de débats, de combats internes à mener, en fait. Mais en fait, c'est trop violent. Genre, venez en balai devant notre porte avant de pouvoir sortir et aller se battre, en fait. Exactement. Maintenant, les femmes qui se marient avec leurs cheveux naturels, elles en prennent plein la gueule. Mais tu sais que, pourquoi j'ai fait cet épisode? Parce que j'ai eu une conversation avec ma cousine, elle m'a envoyé une vidéo. C'était une dame qui disait, elle a fait une remarque, elle a dit, je suis à un mariage africain, 2 Africains qui se marient. Elle dit, mais toutes les femmes qui sont à ce mariage-là, de la mariée aux demoiselles d'honneur aux invités, elles sont toutes avec des perruques lisses. Elles se ressemblent toutes. Il n'y a aucune qui a pris le soin de dire, je vais mettre soit un chapeau africain ou un truc africain, une tenue, ou même des cheveux. Garder mes cheveux. Je vais faire une petite coupe sympa avec mes cheveux. Exact. Elle a dit, elles sont toutes sous perruque. Elle a dit, mais c'est triste. Définitivement. Et du coup, j'ai eu ces débats. J'ai dit, mais moi, j'ai aucun souci avec les gens qui mettent des perruques ou pas. C'est un accessoire. Il y en a qui vont te dire, oui, mais c'est un accessoire de beauté, on a le droit. Il n'y a pas de problème. C'est un accessoire de beauté. Et même, j'aime ça, là, cette versatilité des cheveux des noirs, là. On peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est bien. Mais là où il y a un problème, c'est quand tu mets des perruques parce que tu n'assumes pas tes cheveux. C'est-à-dire, H24, tu te vois pas sans perruque parce que... Oui.
Je suis d'accord avec toi. Genre, tu vas sortir, genre, tes cheveux naturels sont associés au mot négligé. Oui. Genre, quand je vais aller jeter la poubelle, là, oui, je peux enlever ma perruque. Quand je vais aller acheter le pain dans le quartier, là. Moi, franchement, j'ai remarqué, je me dis, mais c'est vrai en plus. Quand je vais aller à l'épicerie du coin, là, oui, je peux sortir sans perruque. Parce que je suis en mode négligé. Oui. Mais on l'a brossé tantôt. Tu sais, tout à l'heure, je parlais beaucoup d'influenceurs, de stars, que ce soit dans la musique ou dans le sport. Au cinéma, récemment, je regarde beaucoup les films africains de plus en plus. Je regardais parce que il y a tellement de films aujourd'hui, de Nollywood, les films sud-africains, les films sénégalais, gabonais. Il y a tellement. Il y a de bonnes séries aussi. Exactement. Mais ils s'en foutent, ça sur l'Afrique. Surtout de plus en plus sur, je dirais pas, mais il y a une chaîne là qui met de plus en plus des trucs. Et je regardais là, je suis tombé sur un film sud-africain. Et pourquoi je reviens sur ce point-là, c'est parce que j'ai observé les stars, les deux dames qui étaient dedans, qui étaient les principales actrices. Elles avaient des perruques pendant 1h55 ou 1h30 j'ai vu le film. Elles avaient des perruques. La seule fois que j'ai vu la perruque sauter parce que justement elle avait pété un câble, elle a enlevé la perruque. Est-ce que vous voyez le contexte? Non mais regarde, elle perd la tête. Hein. Exact. Que je peux enlever. Et voilà l'image que ça renvoie aux jeunes sœurs qui sont au pays ou qui sont en Afrique ou qui sont partout ailleurs, c'est de dire, ben la perruque, c'est ce qu'il y a de bien pour une femme. Alors que nos sœurs, nos mères, nos enfants sont belles avec leurs cheveux. En fait, c'est comme ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il faut, comme tu disais, Andrea, tu disais, il faut qu'on fasse notre propre mea culpa, qu'on arrive à se guérir de ce point-là, de telle sorte que les gens enlèvent l'image de dire, est-ce que je suis beau avec mes cheveux? Mais bien sûr que oui. Bah, bien sûr. Bien sûr que oui. Ouais, on doit faire ce travail. Exact. Mais nous, tout un, je pense. Hein. Mais moi, je me suis déjà posé des questions aussi. Hein. Je me suis dit, je vais arrêter d'être un peu hypocrite. Après, c'est une quête d'acceptation. Ouais, c'est un travail, c'est un gros travail. On te dit pas que ça va venir tout de suite, mais c'est vraiment un travail profond qu'il faut faire. Je te jure, parce que parfois tu te regardes dans la glace, genre sans produit, sans rien. Sans rien. Tu te dis, mais est-ce que je m'aime bien comme ça vraiment? Mais parfois, il y a aussi le regard des autres qui influence, parce que c'est très important ce moment, parce que tu peux t'accepter, mais dès l'instant, 2 ou 3 personnes te regardent d'une manière, ça peut venir toucher ton ego. Et finalement, comme tu dis, se déconstruire, c'est un peu comme on dit, c'est s'accepter soi-même. C'est briser la personne, l'ego qui est en toi. C'est de dire, tant pis pour les autres. Oui, c'est ça. Je suis moi. Et j'ai une identité. Je vais être tel que je veux que je sois. Et les autres, s'ils m'acceptent pas, tant pis. Je vais subir ce qu'il faut subir, mais je veux aller de l'avant comme ça. Les gens qui ont changé les choses, c'est des gens qui ont commencé par travailler sur soi-même. Ils se sont dit, moi, si je dois changer les choses, je veux être comme ça. Ben, ils l'ont fait. Donc, probablement, si 2 ou 3 s'assemblent, notamment en disant qu'on veut être comme ça, ben, du coup, ça va peut-être aussi devenir, parce que le fameux Happy, on disait tout à l'heure. Nappy. Le fameux Nappy est devenu tellement, il y a même moi, j'ai vu là récemment, ça fait un moment que j'ai vu ça aussi, mais cette année, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des salons de coiffure Nappy en France qui ont poussé. À travers l'Afrique aussi, il y a de plus en plus en Côte d'Ivoire, je pense que j'en ai vu également. Mais en France, il y en a beaucoup de plus en plus des salons qui traitent des cheveux Nappy. Et qui donnent des conseils à des parents, des filles et tout ça, pour et d'ailleurs, même ici au Canada, on n'en parle pas assez, mais au Québec, ici, je connais 2 ou 3 personnes qui ont des entreprises sur les cheveux Nappy. Et elles produisent des formules pour des produits, pour entretenir ses cheveux. Donc, c'est peut-être là, il faut mettre l'effort. Maintenant, c'est dans l'éducation aussi des parents. En fait, l'éducation. On revient toujours, on a fait plusieurs épisodes, on revient toujours à la même chose. En fait, c'est l'éducation, en fait. L'éducation capillaire. En fait, l'identité, ça passe partout. Là, on est en train de se rendre compte en apprenant des choses que l'identité noire, là, en fait, ça regroupe tellement de choses. Là, on se rend compte que les cheveux en font partie. Donc, il y a aussi cette éducation capillaire qu'on doit commencer à avoir. On n'a pas le choix, en fait. C'est sûr. Parce que là, je suis en train de me dire, s'il n'y a pas nos parents, là, la prochaine génération, là, nous, on est en train de faire des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après, en fait? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Au niveau de la transmission, ça va être quoi? Mais je pense qu'avec l'éveil de conscience, ça peut aller.
Ça commence à aller. Vraiment, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de positif quand même. Ouais. De plus en plus avec les réseaux sociaux, on voit des mamans ou des parents ou des papas qui parlent à leurs filles en leur disant sois fier de toi, fier de tes cheveux, fier de ce que tu es. Et ça éveille les consciences. À force de répéter ça à un enfant, mais automatiquement, elle peut qu'être fière. Moi, je me rappelle, ma petite, elle a 3 ans et demi, on lui disait, à force de lui répéter, t'es bête, t'es une princesse, etc., etc., elle le dit à ses amis, ne me touche pas, je suis une princesse. Donc, c'est là où tu gagnes un peu en maturité parce que tu commences, parce que on l'a vu faire, ça, on l'a vu notamment dans les réseaux sociaux, comment certains parents redonnaient confiance à leurs enfants, et on leur répète ça. Et petit à petit, ils prennent aussi conscience. Donc, moi, je m'inquiète pas pour le futur des jeunes qui sont là ou des enfants. Parce que, n'oublions pas une autre chose. On oublie ça souvent. La société devient de plus en plus métissée. Oui. Le rivage qu'on avait entre que des Noirs, que des Blancs, des Asiatiques là-bas, c'est fini. Mais en quoi ça peut être positif pour la communauté? Non, mais pour la communauté noire et pour l'acceptation de nous, en fait. Regardons par exemple aux États-Unis. Il y a une loi aux États-Unis qui dit que dès que tu as 1% de sang noir, t'es noir. One drop rule. Voilà, exact. Ce qui fait que tu sois métissé, dès que t'es considéré noir. Donc, ce qui fait que là déjà, ça change tout le truc. C'est que les gens déjà commencent à se dire, mais on est tel qu'on est. Et après, c'est justement à nous aussi de véhiculer cette image-là. Ce que nous ne faisons pas assez. Je parle surtout de nos influenceurs, nos acteurs, nos stars. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas assez de ces genres de problématiques. Et c'est peut-être là où justement l'éducation devrait aussi se faire. Au-delà de nos enfants. Moi, je pense que ça va se tasser. Les gens vont commencer à s'accepter soi-même. Dans ce sens-là, moi, je dis OK. Mais dans un autre, je dis pas nécessairement. Parce que quand tu regardes dans la communauté, dans le cheveu afro, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé, est-ce que le fait parfois de discriminer un peu le type, parce qu'on sait très bien que cheveux afro, même il y a une catégorie, 4A, 4B, 3A. Moi je vais dire la vérité, déjà je n'aime pas du tout ça. Pour moi, cheveux afro, ça reste juste afro en fait. Peu importe, tu comprends, en fait, tu sois une 4C ou une 4A. Bon, et ça, c'est tout à l'heure, mais un coiffeur qui a mis. C'est ça qui avait mis en place. Oui, caucasien. Qui a mis en place une classification. Des cheveux. C'est même pas un Africain qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est ça. Effectivement. Tu comprends. En plus, surtout qu'on sait que la porosité, elle est différente. Tu peux être une 4C et moi je suis une 4C. Mon cheveu va mieux absorber que le tien. On fait quoi? Donc bon, je trouve ça un petit peu absurde. Mais dans la communauté cheveux afro, on met beaucoup en lumière les cheveux qui sont plus souples. On le sait très bien, ça. Ton 4A, il va toujours bien passer, ou alors même 3C, ça passe. Mais celle qui a le cheveu 4C, on n'entend pas parler d'elle. Oui, le cheveu crépus. Tu comprends? Le cheveu qui est vraiment un peu plus crépus, du coup, on n'entend pas. Tu comprends? Donc, si c'est pour le fait de se mélanger et mettre en valeur les cheveux qui sont métissés, tu vois, par rapport aux cheveux 4C, moi, je te dirais non. Ouais. Mais en fait, je parlais pas forcément de cheveux. Peut-être que je suis un peu sorti du contexte, mais mon point, c'est plus au niveau de la mentalité. Parce que on était arrivé dans la mentalité. C'est comment être en mesure de s'accepter, c'est dans la mentalité. C'est le changement mental, c'est le mindset. Peut-être que là, en ayant des gens qui soient métissés, moi je prends un exemple. Ouais, mais donc, pardon de te couper, mais encore une fois, ça vient de personnes qui sont pas de la communauté. Voilà, donc de base, pour moi, ça part de nous en fait, mais pas par quelqu'un d'extérieur. Mais je suis aussi pour le métissage, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça passe d'abord par nous. On va pas compter sur les autres. Avant de se métisser, il faut savoir qu'on fasse un travail nous-mêmes. Bien sûr, parce que regarde. Ce que j'ai compris, c'est une ouverture, c'est une porte vers la tolérance et plus d'acceptation des autres. En l'occurrence, nous les Noirs. Exact. Exact. Donc là, toi, avec ton expérience dans tout ce qui est produit et entretien et tout, comment on pourrait se réconcilier? En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, oui, mais je mets des perruques parce que c'est difficile à traiter, j'ai pas le temps, ça prend trop de temps de se coiffer le matin quand j'ai mes cheveux naturels. Et c'est plus facile, genre une perruque, je fais mes tresses, je mets ma perruque, je me relève le matin, je m'en vais. Là, tel un chapeau. Voilà, tel un chapeau. C'est ce que ma mère disait quand on allait sortir. Voilà. Mets ton chapeau, on y va. Et j'avais vu une vidéo où ils interrogeaient des filles et c'est ce qu'elle disait en fait. Elle dit, mais c'est un gain de temps. Elle a dit, quand j'ai mes cheveux, non. Et même oui, je vais te dire, je suis honnête avec toi.
mes cheveux, je les trouve pas beaux. Je me sens mieux quand j'ai une perruque sur la tête. Donc, ça me fait gagner du temps. Quand j'ai mes cheveux naturels, je dois prendre plus de temps le matin pour me préparer. Et je sais pas comment les entretenir. Oui, mais en fait, il est là, entre guillemets, le principal problème. C'est la méconnaissance au niveau des pratiques, des produits, des bons produits qu'il y a utilisés. Après, il n'y a rien qui t'empêche de faire, par exemple, ta coiffure la veille. On voit souvent ça. Tu fais ta coiffure la veille, tu fais tes soins la veille. Voilà, après, tu détaches et après, tu as ta belle afro. Mais ça, c'est effectivement une question d'éducation parce que même les produits qui sont vendus aujourd'hui, ou même les produits que tu utilises, que tu achètes, est-ce que tu penses qu'ils sont adaptés, en fait, aux besoins de tes cheveux? C'est une très bonne question. Exact. Tu vois, il y a aussi cette méconnaissance-là. Si tu utilises le DOP, le Dove, etc., et que tu penses que les produits que tu trouves dans le commerce, pour la plupart, est-ce qu'ils sont adaptés aux cheveux afro? Non, c'est des produits qui vont abîmer tes cheveux, qui vont assécher tes cheveux. C'est parce que tu n'utilises pas les bons produits qu'il faut et que tu n'as pas non plus les bonnes manipulations qu'il faut faire vis-à-vis de tes cheveux. Après, ce qu'on fait tous, c'est qu'on met le bonnet en satin. Ça, c'est déjà bien. Et encore, peut-être pas tous. Ça évite que les cheveux soient cassants. Mais il y a des soins que tu peux faire toi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir des routines, 10 étapes, etc. et d'utiliser énormément de produits pour avoir des cheveux qui sont en bonne santé. Mais ça, il faut être accompagné. Et pour moi, ce que je dis, c'est pas nécessairement vers les produits qu'on retrouve dans les supermarchés qui font se tourner. Et il me semble que c'est toi qui as évoqué les salons afro qui font leur émergence. Et je pense que vous avez bien entendu parler parce que maintenant, c'est devenu gros, la NHA. La NHA, la grosse conférence. Il y a de plus en plus de petites marques d'entrepreneuses qui sont afro-descendants qui vendent des produits sur base d'ingrédients qu'on retrouve en Afrique. On t'apprend à comment bien conserver ton afro, comment garder l'hydratation de tes cheveux, comment retexturer tes boucles. Exact. Mais ça, encore une fois, c'est on en revient toujours à une éducation, une question d'éducation. Parce que moi, c'était l'image que j'avais que le cheveu crépus, puis on te l'a toujours dit, que c'est un cheveu qui est difficile à coiffer, il faut le qui est cassant. Je sais pas moi, j'ai eu beaucoup d'accidents où on te peigne et puis tu retrouves les morceaux du peigne, tes cheveux sont durs, etc. Non, c'est vrai. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents comme ça où les peignes, il y a que là. Combien de peignes on a changé? Voilà. Tu dis encore Faut que j'achète un nouveau peigne, j'ai cassé. Après, est-ce que tu as utilisé les bons produits qu'il fallait pour ça? Et pour moi, je considère que les grandes marques qu'on trouve et qu'on connaît, qu'on a cité, les Dark & Lovely, les Pink, etc., qui sont des marques qui appartiennent à des PDG qui sont blancs. Moi, je juge qu'il n'y a personne d'autre qu'une personne noire qui peut répondre à ton besoin. Voilà, tes cheveux. Non, je suis d'accord avec toi. Mais après, effectivement, il y a des bases. Il y a des bases, que ce soit tant pour les hommes que les femmes. Après, moi, j'ai appris de base, ce qu'on appelait le LOC, liquid, oil, cream, les étapes comme ça. Et je pense, le plus gros challenge pour le cheveu afro, c'est de conserver, en fait, son hydratation. Parce que c'est un cheveu qui s'achète vite. C'est pour ça qu'il devient dur et cassant. Et qu'il faut humidifier en amont. Et ça, je trouve que mine de rien, c'est les méthodes qui sont utilisées pour... elles font beaucoup ça, les filles qui sont entre guillemets curly. Elles savent que elles ne peuvent pas coiffer leurs cheveux à sec. Elles savent qu'il faut l'humidifier en amont. Après, il faut savoir que c'est la même chose pour le cheveu afro. Que c'est ça le challenge, c'est comment est-ce que tu vas garder son hydratation. C'est-à-dire que d'abord, tu vas l'hydrater, donc que ce soit avec un mélange d'eau et d'aloe vera. Mais derrière, ce qui va nourrir le cheveu, ça va être, entre guillemets, le gras, ça va être les huiles, ça va être le beurre de karité. Qui non seulement protège tes cheveux contre le soleil, mais qui permet de garder l'hydratation plus longtemps. Exact. Donc, en fait, c'est un retour aussi aux produits basiques. Complètement. Moi, c'est le discours que je défends, et moi, c'est ce dont je me suis rendu compte quand j'étais... j'essaie vraiment de m'éduquer, de m'informer non seulement sur la peau, mais aussi sur les cheveux, que
tout ce dont tu as besoin est dans la nature. Ouais. Et les produits qu'on utilise aujourd'hui, en fait, sont ultra transformés, même quand on regarde les formules qu'il y a. Oui, c'est vrai. Beurre de karité est en bas de la liste. C'est-à-dire que souvent, tu vas trouver des produits qui ont des noms très scientifiques, très étranges. On trouve aussi beaucoup de pétrole et des choses comme ça dans les composants. Parce que l'idée, elle est purement économique, mais ça n'a aucun intérêt pour tes cheveux. Voilà, hormis la sécher ou provoquer des chutes. Ben, c'est la même chose dans l'alimentaire, dans tout en fait. Exact. Et c'est des choses qui sont étroitement liées. Non seulement ce que tu manges va influencer aussi la qualité de tes cheveux, donc c'est in and out. Si on parle de cosmétiques in and out, donc le fait d'apporter tous les nutriments qu'il faut et de faire les soins qui sont adaptés. C'est des choses qui vont vraiment ensemble. C'est une question d'hygiène de vie et de pratique. Et c'est pas uniquement d'un point de vue esthétique. C'est pour pouvoir prendre soin de tes cheveux. Ouais. Wow. En informatique, on dit garbage in, garbage out. C'est quoi? Garbage in, garbage out. C'est quoi ça? Tout ce que tu consommes, si c'est de la poubelle, ben, tu vas ressortir de la poubelle. Exact. Ok. Moi, j'en ai appris beaucoup. Franchement, je savais pas tout ça. Moi, je mets que du beurre de karité sur ma tête. Hein, mais tu vois que ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que tu as besoin de mettre énormément de choses? Exact. Non, c'est vrai. non, j'avoue que... Non, j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'on allait aller jusque-là. Au départ, je me suis dit, un petit épisode, on va discuter et tout. Mais là, on a abordé un peu tous les aspects. Et encore une fois, moi, je vais rappeler aux gens que on n'est pas en train de dire que ce que les gens mettent, ce que tu mets un tissage, une perruque ou je sais pas quoi, c'est pas bien. On n'est pas en train de critiquer quoi que ce soit. On est juste en train de dire que faut que, en fait, ce rapport-là à notre cheveu, on dénigre, en fait, les gens qui font ça. En fait, on dénigre parce qu'on ne connaît pas. Exact. Et le cheveu afro, en fait, c'est plus qu'une texture. C'est un symbole, en fait. C'est une mémoire, c'est une identité, c'est une culture. Parce que là, moi, quand je vois sur les réseaux des gens qui te disent, mais non, jamais de la vie, même quand je vais aller accoucher, je veux ma perruque sur ma tête, je veux pas sortir avec mes cheveux en l'air. Il y a des femmes qui disent ça. Et moi, ça m'attriste, en fait. Ouais. En arriver là, il y en a, elles se mettent en bombe parce que non, elle veut. Donc, j'ai dit, jusque-là, non. Franchement, quand je vois ces vidéos-là, j'ai dit, waouh, c'est fou quand même. Après, bon, je ne juge pas du tout. Hein. Je me dis, c'est juste des gens qui savent pas, en fait. C'est ça. À la limite, mets un voile. Je pense que... Non, c'est vrai, on en rigole. Non, mais à la limite, mets un voile. Moi, je trouve encore plus charmant une femme qui met le voile qu'une femme qui met comment on appelle ça? Perruque. La perruque. Franchement, c'est... Après, il y a des femmes aussi qui disent que les hommes aussi ont joué un rôle dans tout ça. Oui. On va y arriver. Moi, je pense aussi. Un autre jour, mais... Ouais, on va laisser ça de côté. Vas-y, les conseils, je pas me déplacer. Je veux pas, on peut. Je suis en minorité aujourd'hui. C'est vrai qu'on est grave armés là. Déjà comme ça. Genre, ça part comment? On va dire c'est une transition. Définitivement. On se calme. Une transition, ça peut être la question d'ouverture pour une autre séance. Pour une autre séance. Donc, vu que t'es seule, c'est pas grave, on va te laisser tranquillement. En tout cas, le sujet, c'était super sympa. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin par rapport à tout ce qu'on a dit là? Est-ce que vous retenez ou les petits conseils que vous pourrez donner aux personnes qui savent pas ou qui n'ont pas ce rapport là avec leurs cheveux, qui soit ne connaissent pas ou on va dire aux futures générations, même des jeunes, plus jeunes que nous qui nous regardent et qui n'ont pas ce rapport là avec leurs cheveux quoi. Vous avez un petit mot à leur dire? Voilà. Ok, mais moi je pense que il serait vraiment temps de rétablir la relation que la femme noire a avec ses propres cheveux, parce que la relation qu'elle a avec ses cheveux, c'est la relation au final qu'elle a avec elle-même. Et on a vu aussi que ça a impacté beaucoup sur l'estime de soi, l'acceptation et autres. Donc il serait vraiment temps de se renseigner par rapport à ça, de se renseigner aussi par rapport à comment fonctionne notre cheveu, de quoi il a besoin, comment je peux l'entretenir. Et effectivement, le cheveu afro demande beaucoup de soins et d'attention. Ça, on le sait. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour pouvoir le matin gagner du temps? Parce que la même personne qui dira j'ai très peu de temps pour m'occuper de mes cheveux au quotidien, elle mettra 20 minutes à se maquiller. Donc, où est ta priorité? Ouais, chacun ses priorités. Hein. C'est ça. Je préfère mettre du temps pour me maquiller que après je mets ma perruque et je m'en vais, quoi. Ça veut dire, là, je dois déguiser mon maquillage, aller prendre du temps pour mes cheveux. Tu comprends? On n'a pas conscience de la richesse de notre culture. De notre culture. Et à quel point le cheveu afro est versatile. Exactement. Avec. Voilà. Donc sur ce,
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager aussi vos réflexions, à répondre aussi aux questions qu'on s'est posées là entre nous et aussi à partager vos expériences. Donc, à bientôt dans le prochain épisode. Bye. Bye.